Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. C'est bon? 1, 2. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette grande entrevue avec José Rodriguez dos Santos. Bonjour, José. Bonjour à tous. Je vous le dis très clairement, je suis un fan fini de cet homme et je suis relativement timide. Donc, si pendant la conférence, vous avez des questions, ne vous gênez pas. Il n'y a pas de timidité ici, c'est juste à cet endroit-là qu'on est timide. Monsieur Dos Santos, vous êtes docteur en sciences de la communication, professeur à l'Université Nouvelle de Lisbonne, journaliste, lecteur de nouvelles à la télévision portugaise. Vous avez publié depuis 2005 une série sur un professeur d'histoire à l'Université de Lisbonne. Il doit vous ressembler un petit peu, j'imagine, qui s'appelle Thomas Noronha. Et vous avez, cette série-là vous a consacré un peu comme un des meilleurs écrivains de romans historico-scientifiques avec un certain inconnu qui s'appelle Dan Brown. Les œuvres qui ont suivi ce premier roman, là, de Le secret de Christophe Colomb, ont fait de vous un excellent vulgarisateur. Quand on lit vos romans, on apprend beaucoup de choses. Vous êtes un habile conteur, une écriture efficace, et vous avez écrit de multiples romans qui contiennent beaucoup d'informations et qui sont fort intéressants à lire. J'ai une première question de curiosité. Partout dans le monde, sur les jaquettes de votre livre, on parle de José Rodriguez dos Santos et en français, on vous appelle JR. Est-ce qu'il y a une explication possible par rapport à ça? Bon, le fait, c'est que mon nom est très grand, José Rodrigues dos Santos. Alors, c'est plus facile pour le public international si on me connaît comme JR dos Santos, c'est ça. C'est tout simple. Excellent. Vous êtes né au Mozambique. Vous avez aussi été une partie de votre adolescence à Macao. Est-ce que le fait de vivre votre adolescence et votre jeunesse en Afrique et en Asie, est-ce que ça a eu un impact sur votre carrière? Oui, bien sûr, parce que nous sommes toujours le résultat de notre passé, de nos expériences. Cela et le fait que j'ai travaillé aussi pour la BBC à Londres, ça m'a donné évidemment une vision très globale sur notre monde. Et alors, je suis ce qu'au Portugal on appelle un estrangeirado. Ça veut dire quelqu'un qui est portugais, mais il semble étranger. Vous avez fait des études en journalisme? Oui, à Lisbonne. Et pourquoi un journaliste? C'était quoi votre motivation pour devenir journaliste? En effet, quand j'étais petit, on me posait la question, comme on me pose à tous les enfants, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Et je répondais toujours, j'étais petit évidemment, mais je répondais toujours, je vais être riche. En effet, j'avais un talent pour les dessins et je voulais être un auteur de bande dessinée, mais j'avais des doutes à ce sujet. Alors, j'ai fait un test psychotechnique pour voir que ça, c'est très normal au Portugal de faire quand il faut choisir une carrière. Et le résultat, c'était que j'étais un architecte. Bon, architecte, c'était pas mal. Mais et j'aime la mathématique aussi, mais quand même, j'avais des soucis car mes professeurs de mathématiques n'étaient pas très bien. Alors, j'ai demandé 2 options et on m'a dit, bon, vous pouvez être un pilote des avions de chasse ou journaliste. Et alors, c'est ça, comme ça, j'ai pensé, mais pourquoi pas journaliste? Ça me semble chouette, alors c'est ainsi. J'ai lu quelque part que vous avez été un petit peu influencé, surtout pour l'apprentissage du français, par un certain journaliste qui s'appelle Tintin.
Ah oui. Oui. Oui, en effet, à cause de mon amour pour la bande dessinée, j'étais beaucoup influencé par Tintin, évidemment. Et en effet, je peux dire que Thomas est mon Tintin. Oui, c'est vrai, oui. Thomas et vous et Tintin aussi. Bon, pas moi, mais je serais une autre chose, mais Thomas, sans doute, il y a quelque chose là. Et du journaliste, vous êtes devenu, en 2005, écrivain. Qu'est-ce qui a fait pourquoi vous avez passé du journalisme, qui était quand même quelque chose de très concret, à une carrière d'écrivain? J'ai fait ma première thèse doctorat, je l'ai publiée, et le président de l'Association portugaise des écrivains, il a lu, il m'a invité pour une fête du livre au nord du Portugal, et là il m'a dit, j'ai lu votre thèse, et vous êtes un romancier. Et j'ai pensé, mais quelle connerie, hein, pourquoi ils me disent ce genre de choses, mais finalement... Et puis il m'a demandé d'écrire une petite nouvelle pour son magazine littéraire. Je n'avais pas envie de le faire, mais je ne pouvais pas le dire non, parce qu'il m'avait aidé dans une situation. Alors, j'ai commencé à écrire une histoire passée au Timor oriental. Et soudain, cette petite nouvelle avait 200 pages. Ce n'était pas une nouvelle. C'est devenu mon premier roman. Il attend jusqu'encore aujourd'hui que je le délivre la nouvelle, mais bon... C'est raté, ça. Mais je suis devenu accro à la fiction. Parce que j'ai compris qu'avec le discours de fiction, on peut arriver à des effets de réel très puissants. Je m'explique. En effet, j'ai publié ce roman-là dans une collection qui s'appelle Fiction Vérité. Et l'autre jour, dans une conférence, quelqu'un m'a rappelé qu'à la note finale de ce premier roman, j'expliquais qu'en effet, ma vision de la fiction demeure ma vision aujourd'hui. Vous savez, il y a un grand débat entre, dans les cercles, la littérature, sur qu'est-ce que la littérature. Il y a ceux qui disent que la littérature, c'est le style, c'est le langage. Par exemple, José Saramago, le Nobel portugais de la littérature, m'a dit ça. Pour moi, c'est le langage, c'est le style. On peut trouver une histoire ou une autre, mais l'essentiel, c'est le style. Et c'est légitime de le penser. Il y a d'autres qui disent non, c'est l'histoire, c'est la narrative. Umberto Eco, il m'a dit ça. Pour moi, c'est la narrative, le style, c'est pas le central. Et c'est légitime de le dire. Mais pour moi, bien sûr que le style, il est important. Bien sûr que l'histoire est importante, mais pour moi, la littérature est sur la vérité. Je dis toujours, la littérature est la vérité sur les vestes de la fiction, du mensonge. La fiction, c'est un mensonge, évidemment. Et pourquoi ça ? Parce que pour moi, la littérature, si on remarque la littérature universelle, les grandes œuvres de la littérature universelle, prenons par exemple dans la littérature de langue française, Madame Bovary de Flaubert. J'ai lu ce livre en portugais dans une traduction, mais je dois dire que le style ne m'a paru pas étonnant, l'histoire un petit peu banale. Et pourquoi c'est un livre si important ? Parce que Flaubert, au 19e siècle, les hommes pouvaient avoir des affaires hors mariage, c'était normal. Mais les femmes, c'était pour rester à la maison. Et Flaubert, dans ce roman, il inverse les rôles. Il dit, en effet, une chose qui était une vérité interdite. Et c'est pourquoi il a exprimé par la fiction une vérité qui était cachée, mais elle était réelle. Ça a fait un tremblement de terre. Et alors, voilà la vérité de ce roman de Flaubert. Et chaque roman, quand on regarde, chaque grand roman de la littérature, il a toujours un rapport avec la vérité. Prenons un autre exemple. À la recherche d'un perdu de Proust. Quel est le sujet vraiment de cette histoire, en cet tome ? C'est en effet l'histoire de la Madeleine, l'histoire de la nostalgie.
Proust nous parle de quand nous arrivons à un certain âge, on a toujours une nostalgie des choses de notre enfance. Par exemple, moi, quelle est ma Madeleine? C'est la bande dessinée. Hier, je me promenais à Montréal et j'allais aux bouquineries pour trouver des bandes dessinées anciennes. Sont mes Madeleines, et chacun de nous a sa Madeleine. Chacun de nous, à un certain âge, va de retour à son enfance. Et bon, Proust l'a exprimé. Et on peut continuer comme ça le procès de Kafka qui nous parle dans une histoire de fiction sur une façon labyrinthique de la justice. Ou 1984 de George Orwell qui nous parle de totalitarisme dans une époque où on ne pouvait pas parler de totalitarisme en Union soviétique comme il l'a fait en 1946. Et chaque grand roman de la littérature universelle a toujours un rapport avec la vérité. Et c'est ça qui me passionne dans la littérature. C'est pourquoi je ne pouvais pas jamais raconter une histoire où Pierre tombe amoureux de Marie, mais la mère de Marie ne veut pas Pierre, elle veut Paul. Bon, je ne pourrais pas écrire. J'accepte, c'est légitime, mais pour moi, la littérature, c'est sur la vérité. Et à chaque roman, je cherche de saisir et d'exprimer des choses vraies sur nous, sur notre monde, sur l'univers, sur la vie, sur n'importe quel sujet. Avant qu'on commence tantôt, il y a une dame qui me dit, quand on lit du Dos Santos, on apprend des choses. Donc, au niveau de cette vérité-là, vous en avez beaucoup de vérité. L'élément qui me questionne, c'est comment vous faites votre choix. Vous avez parlé d'animaux, vous parlez de philosophie, vous parlez de science, vous parlez de chinois, vous parlez d'Espinoza, de philosophie. Comment faites-vous le choix des sujets dont vous voulez traiter, des vérités que vous voulez nous dire? Mon choix, c'est sur ce qui m'intéresse. C'est intéressant. Il y a un grand écrivain anglais. En effet, c'est mon écrivain favori, William Somerset Maugham. Maugham, il a dit un jour que tous les écrivains racontent toujours la même histoire. La même histoire, elle est toujours présente. Alors, et c'est pas tout littéralement vrai, évidemment, mais il y a du vrai dans cette phrase. Alors, quelle est mon histoire dans mes romans? L'histoire dont je parle à chaque roman, c'est la quête du sens de la vie. Quand on lit la formule de Dieu, à la clé de Salomon, à l'homme de Constantinople, au magicien d'Auschwitz, au Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, ou Immortel, ou Âme animale, chacun de mes romans traite ces sujets. La réalité, vous savez, elle est unifiée. Nous avons créé des disciplines comme une méthode pour comprendre la réalité. Mais dans la réalité, il n'y a pas une division entre mathématiques, physique, biologie, chimique, histoire. Non, tout est ensemble. Alors c'est pourquoi dans mes romans, je touche à des disciplines tout à fait différentes, mais la quête est toujours la même. Seulement l'approche, il est différent. Quelquefois, je le fais par la physique, quelquefois, je le fais pour l'histoire, ou l'économie, ou la politique, ou la biologie, ou l'éthologie, ou l'intelligence artificielle. Tous les sujets de la connaissance m'intéressent pour essayer de saisir la réalité de pourquoi nous sommes ici. Est-ce que nous sommes ici pour manger des frites, pour voir du foot à la télé, ou est-ce qu'il y a une raison plus profonde pour notre existence? Je dirais que c'est vraiment ma quête. Et alors, vous posez la question, comment je trouve mes sujets? Non, je dirais que ce sont mes sujets qui me trouvent, parce que soudain, il y a quelque chose que je regarde et je vois que c'est relevant pour ma quête. Mais c'est une approche tout à fait différente. Et je vais le faire. Et c'est ainsi que j'écris, je choisis mes sujets. Et objectivement, c'est le but de mes romans. Alors, ils ne sont pas, ce sont des thrillers, des histoires d'espionnage, des romans historiques, oui, ou des romans scientifiques, oui. Mais finalement, ils sont tous des romans philosophiques.
il y a un élément qui est important dans vos livres, c'est qu'à la fin, il y a toujours une immense bibliographie. Je me demande un élément, comment vous faites votre recherche, comment vous arrivez en si peu de temps à tellement connaître de choses sur vos sujets. Parce que quand on lit vos livres, on dit « c'est un physicien qui a fait ce livre-là ». Non, c'est un philosophe qui fait ce... Non, c'est un scientifique. Non, c'est un historien. À chaque fois, vous transcendez le sujet. Comment vous faites cette recherche-là? Est-ce que vous la faites tout avant d'écrire ou si vous la faites au fur et à mesure? Comment vous travaillez votre recherche? Comment vous travaillez les informations pour que ça soit vrai? Alors, chacun de mes romans, il démarre avec une question. Je me pose une question sur un sujet quelconque. Et puis, je vais rechercher ce sujet. Je commence à lire des livres et des études scientifiques ou n'importe quel sujet. Je fais des entretiens aux gens, c'est le cas. Et à la fin, quand j'ai fait ma recherche, et parce que chacun de mes romans, c'est en effet une thèse doctorat. Et quand je suis à l'aise pour discuter avec un spécialiste sur le sujet, le sujet du roman, alors là, je commence à écrire. Et à la fin, et je le fais tout seul, il y a des rumeurs que j'ai des équipes, des écrivains, des chercheurs, n'importe quoi. Non, je fais tout seul. La seule chose que je fais qui n'est pas seul, c'est à la fin, quand je finis d'écrire le roman, je l'amène à un spécialiste du sujet pour qu'il vérifie s'il y a une erreur quelconque, peut-être un problème de langage, peut-être je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien saisi une question. Et bon, on fait des petites rectifications et pour que je sois sûr et confiant que ce que je présente. Évidemment, il y a un côté de fiction là. Si Thomas, il est amoureux d'une fille ou s'il est dans une situation compliquée, bon, ça c'est de la fiction. Mais je pense que quand on lit, on peut comprendre très clairement qu'est-ce que la fiction, qu'est-ce que pas la fiction. J'ai beaucoup de lecteurs qui lisent mes bouquins avec Google à côté pour vérifier les choses et c'est drôle. Mais bon, c'est ce que je fais. Je voudrais juste... j'étais supposé parler de votre dernier roman qui s'appelle « La femme au dragon rouge », mais comme je suis en train de lire ce petit livre-là, tout gentil, tout petit, je vous pose la question, pourquoi Spinoza? Oui, Spinoza, en effet, il est à peine sorti parce que « La femme au dragon rouge », il est sorti il y a 6 mois, et les 2 romans sont liés. Alors, pourquoi Spinoza? Spinoza est l'homme, le titre est « L'homme qui a tué Dieu ». Mais en effet, il est l'homme qui a créé notre monde. Spinoza, normalement, les philosophes, à cette époque-là, c'était le XVIIe siècle, on disait philosophe parce que le mot scientifique n'existait pas encore. Mais philosophe, c'est un scientifique. Les scientifiques, voire philosophes, les grands scientifiques, philosophes, sont responsables par une grande révolution. Par exemple, Copernic, il a créé... il a montré que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Newton, il a montré comment le monde fonctionne, la physique classique. Darwin, il a montré la mécanique pour l'évolution. Einstein, la théorie de la relativité. Alors, chacun d'eux a fait une grande révolution qui a bouleversé notre monde. Dans le cas de Spinoza, il n'a pas fait une grande révolution, il a fait 2 grandes révolutions. Premièrement, il a finalisé la méthode scientifique qu'on utilise aujourd'hui. C'était Francis Bacon en Angleterre et René Descartes aux Pays-Bas qui ont commencé à développer la méthode scientifique. Ils disaient que dans la nature, tout est cause et effet. Il y a une sorte de mécanique automatique. Mais Dieu est la première cause des choses. Et en plus que ça, Dieu pouvait changer les lois de la nature. Et ainsi, il pouvait créer des miracles. Spinoza a dit, désolé, c'est pas ainsi. Dieu, il a écrit dans l'éthique, Deus sive natura. C'est latin pour Dieu ou nature, voire Dieu est la nature.
Et la nature n'a besoin pas du surnaturel pour s'expliquer. Elle s'explique par elle-même. Et le surnaturel n'est que le naturel que les gens ne comprennent pas. Mais un jour, si on recherche la nature, on va comprendre plus tard. Alors, il a jeté Dieu, le Dieu surnaturel, hors de l'équation. Et c'est cette méthode scientifique que nous utilisons aujourd'hui pour développer la vaccine contre la Covid-19 ou, par exemple, la technologie qui nous permet de parler par ce micro. Ce n'est pas un miracle que ma voix s'entend partout. C'est en utilisant les lois de la nature, l'électromagnétique et tout ça. Et alors, il a finalisé la méthode scientifique qu'on utilise aujourd'hui et qui est vraiment à bouleverser le monde. Au-delà de ça, il a fait une deuxième grande révolution. Il a créé les démocraties libérales. Il a écrit un livre qui s'appelle Traité théologique politique, où il a démontré, à cette époque-là, les gens croyaient que, bon, c'est Dieu qui doit régler toute la société par l'outil des églises, des religions, et tous les mystères de la nature sont dans la Bible. Si on a une question quelconque, on va trouver à la Bible la réponse. Et à cause de ça, la religion dominait la connaissance et la société. Et lui, il a dit, bon, écoutez, la Bible, c'est un texte, c'était pas dicté par Dieu comme on pense. C'est un texte humain, écrit par des humains, pour des humains, par des raisons humaines. Et le vrai message de la Bible, c'est un message moral. Le vrai message de la Bible, c'est dire, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux qu'on te fait. Tout le reste, c'est du commentaire. Et alors, pour les religions, c'est la morale. Mais pour la science, la religion ne doit pas toucher la science. Ça, c'est pour les scientifiques. Et pour la société, non plus. La société, c'est pour les politiciens et pour les citoyens. La religion, c'est seulement la morale. Et il faut utiliser la raison. La raison pour comprendre le monde. Et ça, c'est la science. La raison pour organiser le monde. Et ça, c'est la politique. Et cette proposition qu'il a faite a eu un autre énorme tremblement de terre dans les connaissances. Il est à la base des Lumières. Dans les Lumières, par exemple, françaises, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, tous sont conséquences de Spinoza. Quand on lit le contrat social de Rousseau, il démarre avec cette phrase que je vais citer, pas littéralement, car je ne me souviens pas, il dit « L'homme est né libre, mais partout, il est en esclavage ». Ça, c'est une citation de Spinoza, que dans la 4e partie de l'éthique, il parlait de la servitude humaine, que l'homme est esclave et il faut se libérer. Dans les Lumières allemandes, l'impact fut énorme. Tous les auteurs allemands, sauf Leibniz, sont sous influence de Spinoza. Schopenhauer, Fichte, Nietzsche, Hegel, Kant, même Marx, sont des conséquences. Quand Nietzsche dit « Dieu est mort », il cite Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Quand il parle des impératifs de la morale, c'est une citation de Spinoza qui disait « Ceux qui font le bien parce qu'ils ont peur de Dieu, ça ne vaut rien. Il faut faire le bien parce que c'est le bien, parce que c'est le correct. C'est un impératif moral. » Alors Kant, il ne fait que citer Spinoza. Et maintenant, je vais arriver pour terminer, la question politique. Il a proposé d'utiliser la raison pour organiser la société. Et ça a été interprété comme une proposition de créer, de remplacer la religion traditionnelle par une religion de la raison. Et alors, en Allemagne, Johann Fichte, il fait un texte qui s'appelle, très connu, qui s'appelle « Adresse à la nation allemande », où il dit « Puisque notre religion est une religion finalement du Proche-Orient », c'est une citation de Spinoza qu'il a montré, je propose alors une religion allemande. Et la religion, ça sera le culte de la nation allemande. Et là, il a établi les bases idéologiques pour le nationalisme.
Et puis, un autre Allemand, Moses Hess, un juif aussi, il a écrit un livre qu'il n'a pas signé, mais il a signé comme « Von einer Junges Spinozas », d'un suiveur de Spinoza, où il a dit, bon, pour remplacer les religions traditionnelles, qui sont en effet en erreur, comme Spinoza l'a montré, je propose le culte du social. Et c'est le premier texte socialiste moderne. Et évidemment que Spinoza, il n'était pas nationaliste et pas socialiste, il était un libéral. Et là, nous arrivons aux Lumières anglaises. Tout le monde connaît que le père du libéralisme, la religion de la liberté, c'est John Locke. Ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est que John Locke, avant d'écrire ces textes, il est allé à Amsterdam et proche de la maison de Spinoza, après son décès, il a lu toute son œuvre. Et puis il a retourné. Il ne pouvait pas citer Spinoza car il était un auteur maudit. Mais ses idées sont dans les idées de John Locke. Alors Locke est le père du libéralisme. Spinoza est le grand-père, disons aussi. Et ses idées sont allées à la Constitution américaine après l'indépendance. Et puis à la française après la Révolution. Et maintenant sont partout, notamment, je suis sûr, dans la Constitution canadienne. Alors, il a créé vraiment notre monde et c'est pourquoi il est si important. Un élément que je veux dire à vous tous qui nous écoutez, c'est que vous venez d'avoir une occasion de rencontrer M. Dos Santos qui parle passionnément de ces sujets. Et ça, je trouve ça fort intéressant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans Spinoza, il y a aussi le romancier qui s'exprime. Parce que vous avez la théorie, mais aussi le fait que Spinoza, on vit avec, on vit ses doutes, on vit avec lui ses problèmes d'amour, mais ses problèmes de développement, ses problèmes de santé. Et en plus, on apprend beaucoup sur les Pays-Bas du 17e siècle. Donc, l'aspect romancier est aussi extrêmement important dans ces romans-là. Oui, en effet, le roman démarre à la synagogue portugaise d'Amsterdam. En effet, tout ce que je raconte dans le livre, c'est basé sur des choses qu'on connaît. Écrire une biographie fictionnée, c'est très facile parce qu'il ne faut pas inventer beaucoup. C'est seulement suivre sa vie. Et ce que j'invente, l'imagination, c'est pour imaginer les dialogues. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas enregistrés. Mais alors, le roman démarre à la synagogue portugaise d'Amsterdam, où il voit un autre juif portugais, Uriel da Costa, qui a subi un châtiment, et il est étonné parce qu'il y a de 20 coups de fouet contre Uriel, et il n'a jamais vu une chose ainsi. Il a 8 ans. Et alors, il demande à son père, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et son père dit, il a offensé à Dieu. Il était en hérésie et pour l'accepter la communauté, il faut qu'il subisse le châtiment. Et alors, Spinoza, qui avait 8 ans, il était, vous savez, il était considéré l'esprit le plus brillant de la communauté portugaise, juive portugaise. Il était ce qu'on appellerait aujourd'hui un enfant surdoué. On connaît ces enfants qui ont fini un cours à l'université à 12 ans. Ça, c'est Spinoza. Il était génial dès très petit. Et tout le monde disait qu'il était le futur. Alors, il à la yeshiva, à l'école de la synagogue, il apprenait que, la Bible, c'est la réponse pour tout. Et finalement, quand il a 8 ans, il est à la synagogue, il regarde le châtiment de Uriel, il comprend qu'il y a des gens qui ont des idées différentes. Et ça l'amène à commencer à essayer de chercher des questions différentes, des réponses différentes au mystère, la nature, et aussi à trouver des erreurs dans la Bible. Et on va suivre cette histoire, et par le fil de cette histoire, on va comprendre comment notre monde a été créé par cet homme. Nous allons passer maintenant à un roman qui est glaçant par sa contemporanéité. C'est dur et difficile. La femme au dragon rouge. Le personnage principal, 12 romans avec Thomas Norona. Donc, le personnage principal est pris un peu dans une
difficultés. Sa femme est kidnappée en Inde. Par qui? On ne sait pas. Mais aussi, il y a quelqu'un avec elle qui est kidnappé, qu'on appelle La femme au dragon rouge. C'est un roman qui est plein d'actualité. On commence par Thomas. Vous l'avez inventé comment? Vous l'avez trouvé comment? Est-ce qu'il vous ressemble? Est-ce que c'est vous? Alors, Thomas, sa première aventure fut Codex C3D, le mystère de Christophe Colomb. Parce que, bon, c'était un mystère autour de l'identité de Christophe Colomb et tout ça. Alors, ça faisait du sens d'avoir un historien. Et il a été créé pour une seule aventure. C'était celle-là. Puis, j'ai eu l'idée d'écrire un roman sur qu'est-ce que la science a découvert au sujet de Dieu. C'est la formule de Dieu. Et j'ai compris que j'avais besoin d'un académicien encore, d'un universitaire. Quelqu'un qui travaille à l'académie, qui travaille sur la connaissance, quelqu'un très similaire finalement à Thomas de l'aventure de Codex. Et puis je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais créer encore un nouveau personnage, encore un nouveau universitaire, puisque j'ai déjà un, que je l'ai créé, et alors je l'ai récupéré, et finalement, et bon, c'est ainsi qu'il est né, et il est resté. Le roman La femme au dragon rouge a 3 histoires. En tout cas, en ce qui me concerne, il y en a peut-être plus, là, mais il y en a 3. Premièrement, il y a le kidnapping des 2 femmes. Deuxièmement, il y a une jeune Ouïghour qu'on suit durant tout le roman dans ses apprentissages. Et aussi, on apprend beaucoup de choses sur un projet expansionniste de la Chine. Donc, 3 éléments complètement différents, mais qui se rejoignent toujours. Comment vous avez pensé, puis pourquoi vous avez écrit un roman sur la Chine quand c'est la Russie qui est à la mode présentement? Oui, en effet, on parle de la Chine évidemment, mais c'est un roman sur le Parti communiste chinois. Ça, il faut souligner cette différence. Alors, je me suis plongé sur le sujet de la Chine. J'ai découvert un tas pendant la recherche de choses qui se passent en Chine. Ils ont plus d'une centaine de camps de concentration aujourd'hui, 2023, avec des millions de personnes y enfermées par des raisons ethniques et raciales. Ils ont un système de surveillance avec des centaines de millions de caméras de vidéovigilance, avec des algorithmes pour identifier des gens par la couleur de leur peau. Et en effet, on connaît ça, on appelle ça du nazisme. Et c'est ce que nous savons, ça ne se passe pas dans les années 30 ou dans les années 40, ça se passe aujourd'hui avec un des plus grands partenaires commerciaux de l'Ouest. Et j'étais étonné par ça. Et je pensais que c'était important d'expliquer vraiment qu'est-ce que ce régime, pas ce pays, ce régime, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, quels sont ses objectifs. Et c'est vraiment au cœur du roman. Il faut que j'ajoute une chose. Il y a une liaison très forte, évidemment, avec Spinoza. Parce que Spinoza, je dis que c'est un roman qui est très actuel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde de Spinoza est sous attaque. Et sous attaque du côté de la science. Les terres plaquistes, les gens qui disent l'homme n'est jamais à la lune, les conspirationnistes, les vaccins ça ne marche pas. Et bon, c'est le monde de la raison qui est sous attaque. Au-delà de ça, la démocratie libérale, elle est sous attaque. Elle est sous attaque du moment que Donald Trump fut élu aux États-Unis, car les Américains l'ont élu, mais sous manipulation de la Russie, que c'est une dictature, avec l'interférence de la Russie dans les élections américaines. Le Brexit en Europe, c'était manipulé par la Russie encore. Et en France, aussi les élections sont manipulées. En Espagne, les problèmes de séparatisme qu'ils ont, c'est manipulé par la Russie. Et cette situation, une croyance d'interférence des dictatures contre les démocraties,
Bon, arrivé au point qu'ils ont envahi l'Ukraine. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas seulement une guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre entre les dictatures et les démocraties libérales. Entre les dictatures et le monde de Spinoza. Entre la société libre et ses ennemis. Nous sommes dans une situation très similaire à 1939. Il faut nous rappeler que la guerre, la Seconde Guerre mondiale, a été déclenchée par le pacte nazi-communiste entre Hitler et Staline. Ils ont partagé la Pologne et ils ont ainsi déclenché la guerre. Puis, en 1940, ils ont créé l'Axe, le pacte panfasciste entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon. L'Union soviétique fut invitée et a accepté en septembre 1940, mais a imposé comme condition de dominer la Finlande, la Roumanie et la Turquie. L'Allemagne a dit non, ils n'ont pas entré, mais ils ont aidé les invasions, logistiquement, les invasions allemandes, notamment en Norvège. Quand les Allemands ont pris la France, ils ont envoyé des télégrammes de congratulations. Congratulations, vous avez le socialisme est en victoire, c'est la défaite du capitalisme. Ces télégrammes existent encore. Et dans les actes des négociations entre les Allemands et les Soviétiques pour l'entrée de l'Union soviétique dans l'Axe, on lit qu'il disait, bon, les démocraties, c'est une chose d'autre temps, c'est en décadence, il faut créer une nouvelle ordre internationale pour changer toutes les choses. Et on entend aujourd'hui, en 2023, le même discours dans la Russie. Et derrière la Russie qui est, c'est la Chine qui est une dictature, c'est la Corée du Nord une autre dictature, c'est la Biélorussie une autre dictature, c'est l'Iran une autre dictature. Alors, en effet, nous sommes sous attaque. Et il y a cette guerre maintenant en Israël, entre Israël et le Hamas. Et on dit, bon, c'est une guerre tout à fait différente, ce qui est vrai, tout à fait différent, avec une histoire absolument différente, des complexités différentes. Mais attention, c'est la même guerre. L'invasion, les Allemands ont envahi la France en 1940. L'Union soviétique a envahi la Finlande. L'Italie a envahi l'Albanie. Le Japon a envahi Hong Kong et Singapour. Des conflits absolument différents entre eux, mais il appartient au même ensemble de conflits qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des liaisons, évidemment, entre la guerre en Israël et la guerre en Russie. Ce n'est pas par hasard que Hamas, qui est soutenu par l'Iran, qui est un allié de la Russie, a fait cette opération le 7e octobre. Alors, nous sommes devant la même réalité. Nous sommes sous attaque. Et c'est vraiment un moment très important pour nos démocraties libérales. Et je veux terminer seulement avec une phrase, un épisode très intéressant. C'est que il y a un mois, je pense, l'armée américaine, ils ont un nouveau chef. Et dans son discours, parce qu'il y a la possibilité que Trump retourne, le nouveau chef des forces armées américaines, il a dit « Bon, les forces armées américaines doivent obéissance à la Constitution. S'il y a une contradiction entre les ordres du président et la Constitution, nous obéissons à la Constitution. » Ce qu'il nous disait, en effet, c'est que entre Donald Trump et Spinoza, il obéissait à Spinoza. Dans votre livre, vous avez un personnage qui est absolument adorable, mais tragique aussi, Madina. Elle passe au travers un peu tous les arcanes du Parti communiste chinois. C'est une Ouïghour. Le parti veut comme éradiquer cette minorité ethnique-là. Pouvez-vous nous parler un peu des méthodes chinoises que l'on apprend dans ce roman-là? Oui, alors, toutes les guerres sont basées sur la duperie, évidemment. Dans le cas de
de la Chine. Ils ont une histoire d'une période qu'on a écrit L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est la doctrine militaire plus basée sur la dissimulation. Sun Tzu a écrit « Sera un vainqueur celui qui dissimule mieux ». C'est une philosophie basée sur le concept que la guerre parfaite est la guerre que j'amène contre vous, mais vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a une guerre. Okay? C'est la dissimulation. Ils utilisent les paroles pas pour dire la vérité, mais pour la cacher. Alors quand on écoute le régime, le Parti communiste, ils parlent toujours de l'harmonie, l'amitié, la bienveillance, toutes des paroles positives. Mais vraiment, il veut dire autre chose. Quand il dit par exemple démocratie selon les caractéristiques chinoises, ça veut dire pas démocratie. Les droits humains selon les caractéristiques chinoises, ça veut dire pas droits humains. Et chaque chose comme ça. Et alors, il nous faut faire attention, pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait. Et en effet, mon objectif initialement, c'était de publier Spinoza avant et seulement maintenant La femme au dragon rouge. Lorsque la guerre en Ukraine s'est déclenchée, je me suis dit non, il faut publier immédiatement La femme au dragon rouge parce qu'il faut que les gens comprennent. Car derrière la Russie est un agent beaucoup plus dangereux que la Russie, c'est la Chine. Et effectivement, le rôle de la Chine est devenu plus clair avec la guerre en Ukraine. Et je pensais que c'était très important de toucher à ce sujet. Aussi, il faut dire une chose, il y a un dialogue très important. Je ne veux pas faire un spoiler, mais à la fin, il y a un dialogue dont les circonstances, je ne l'expliquerai pas, parce que sinon ça sera le spoiler. Mais c'est une conversation entre une Chinoise et une Européenne, une Portugaise. Et la Portugaise, on dit, ok, vous avez un tas de soucis en Chine et tout ça, mais nous avons aussi en Occident des problèmes. Nous avons de la démagogie, du populisme, de l'inflation, des politiciens qui mentent et tout ça. Alors, c'est pas un paradis. Et la Chinoise, elle écoute et elle dit, mais avez-vous des camps de concentration? Non. Avez-vous des millions de personnes enfermées? Non. Avez-vous des esclaves, voire des gens qui sont forcés à travailler sans salaire pour que nous achetons en Occident des vêtements à très bon marché? Avez-vous ça? Non. Pouvez-vous... Vous êtes souvent mécontent avec vos gouvernements, certainement. Pouvez-vous le changer? Ah oui. Pouvez-vous vous démontrer? Pouvez-vous critiquer? Oui. Alors, ce que je vous dis, c'est que vous êtes des gâtés. Vous avez tout. Et vous vous plaignez des choses. Nous aimerions avoir vos problèmes. Et ça me rappelle un texte d'Alexander Solzhenitsyn. Un jour, il est allé aux États-Unis et il a dit « C'est bizarre ce que je trouve. Nous, les peuples qui étions en esclavage, nous soupirions pour la liberté. Et j'arrive en Amérique et je regarde que vous avez la liberté. Vous êtes prête à en passer d'elle. » Et c'est ça, je pense, l'essence de ces deux livres. Expliquer. Écoutez, très souvent, j'écoute des gens parler de liberté et je vous dis, ça m'agace un petit peu parce que cette parole est autant de fois répétée qu'elle est devenue vide de sens. Et ça me gêne même. Mais à la limite, il y a une profonde vérité derrière cette parole. Un jour, je jouais de foot et je me suis blessé au genou. Et à cause de ça, je ne pouvais pas marcher pendant 2 mois. Et c'est seulement ça, du moment que je n'avais plus la jambe disponible, que j'ai compris l'importance de la jambe. Je ne pouvais pas aller à mon travail, je ne pouvais pas prendre un bain. C'était un cauchemar, une chose si simple. La jambe était un acquis. La liberté est un acquis. Et quand on a une chose comme un acquis,
on pense, bon, c'est pas si important. Mais si, elle est si importante. Parce que un Russe, il y a des gens qui essayent d'égaliser la liberté et la démocratie avec les dictatures. Mais en Russie, il y a un homme qui est en prison aujourd'hui parce que sa fille a fait un dessin contre la guerre à l'école. Et il est en prison aujourd'hui. Est-ce qu'il y a en Ouest quelqu'un en prison à cause de ça? Les camps de concentration en Chine, est-ce que nous avons ça? En Iran, il y a d'autres jours, il y a 2 ou 3 semaines, une fille a été tuée par la police, la moralité autrement, parce qu'elle n'avait pas un voile. Il y a quelqu'un qui est tué à la rue ici, parce que les vêtements ne sont pas d'accord avec ce que le régime pense. Alors, essayez d'égaliser les choses. C'est pas normal. Et c'est ce que je voulais faire aussi avec la femme au dragon rouge. Il y a une situation, seulement pour terminer, que je décris. Les gens vont penser, mais qu'est-ce que cette connerie? Alors, c'est une histoire. Ça se passe avec une Chinoise dans le roman. Elle habite, elle étudie en Turquie, puis elle va en Chine pour les vacances. Et le matin, quelqu'un sonne à la porte, elle va ouvrir la porte et c'est la femme du parti au bâtiment. Chaque bâtiment a une cellule du parti. Il fait le contrôle. Et alors la femme du parti dit « Madame, vous n'avez pas fait... il y a une plainte contre vous. » Elle dit « Mais une plainte contre moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez pas fait votre promenade de 9h du matin. » Elle dit « Oui. Pourquoi? » Elle n'avait pas envie. Mais elle ne pouvait pas dire ça. Alors elle dit, bon, j'étais malade. Malade, oui, j'avais de la fièvre. Pouvez-vous prouver ça? Et elle a dit, non, parce que j'ai pris une aspirine et maintenant je suis bien. Vous avez vu une déclaration de médecin? Non, j'ai pris l'aspirine. C'est très suspect ça. On va faire une réunion au bâtiment du parti pour savoir ce qu'on va faire. Et alors, 1 heure plus tard, elle est revenue. Elle a dit, on a fait la réunion. On a trouvé votre comportement très suspect. Et alors, on va installer une caméra de vidéo dans votre appartement avec un micro. Il entre, il installe la caméra. Et pendant qu'il fait ça, la femme dit « Mais vous avez beaucoup de bouquins chez vous. Avez-vous une raison fonctionnelle pour avoir des bouquins? Êtes-vous une enseignante ?» Et elle a dit « Non, j'aime des bouquins, tout ça. » C'est très suspect. On va prendre les bouquins. En plus, je remarque, votre appartement, il est bleu. Et elle dit, oui, j'aime le bleu, ça me tranquillise et tout ça. Non, il faut changer pour rouge, c'est la couleur du parti. Cette histoire, ça se passe avec le personnage. Les gens vont penser, oh, quelle imagination de l'auteur. Pas du tout. Pas du tout. C'est basé sur un témoignage d'une survivante des camps de concentration en Chine. Tout ce qui est écrit dans le roman, même les histoires plus incroyables, c'est basé sur des témoignages. Merci beaucoup, José. Il y a une chose que je voudrais dire. Rappelez-vous un petit peu au G20, quand notre premier ministre a rencontré Xi Jinping, il y a une phrase dans le livre qui dit ceci: « Il faut toujours cacher les couteaux par les sourires. » Donc, merci beaucoup. Ça a été extrêmement intéressant. Merci beaucoup.